La parole est à présent à monsieur Nicolas Metzdorf pour le groupe Ensemble pour la République. Merci. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, le général de Gaulle disait « Notre Constitution est à la fois parlementaire et présidentielle, à la mesure que ce que nous commandent à la fois les besoins de notre équilibre et les traits de notre caractère. » Nul ne doute du trait de caractère unique de l'Assemblée nationale qui se tient devant nous aujourd'hui. Bien que profondément divisée, elle n'a jamais eu autant de pouvoir. À ses côtés, désormais un gouvernement réaliste qui souhaite plus que jamais laisser la loi se faire au Parlement, comme l'a clairement rappelé le Premier ministre. Le gouvernement propose et l'Assemblée, enfin, dispose. Il apparaît donc regrettable que la Chambre basse puisse envisager de se dessaisir de ce pouvoir. La censure est un acte grave, fort et solennel qui engage la stabilité de la nation et qui doit être mis à l'ordre du jour lorsque la situation l'exige. Malheureusement, depuis quelques années, la censure est devenue l'outil indispensable du bon opposant qui promet à chaque occasion de faire tomber un gouvernement de France comme si la chose pouvait être légère. Depuis 2 ans, cette Assemblée ne renverse plus des gouvernements, elle renverse le sens même de notre engagement politique. Nous avons confondu le contrôle du pouvoir avec la jouissance de l'obstruction. Or, la beauté de notre promesse ne réside pas dans la paralysie de l'État, mais dans l'espoir que nous pouvons susciter chez les Français d'avoir une vie meilleure. Le vrai courage n'est pas de renverser des gouvernements ou de dissoudre des assemblées, mais de réussir à gouverner ensemble malgré tout. La vérité, c'est que la Ve République est aujourd'hui plus affaiblie par son Parlement que par ses gouvernements successifs. À force de tout remettre en cause, scrutin après scrutin, motion après motion, nous prenons le risque d'épuiser non seulement les institutions, mais la confiance en notre pays. Ce n'est pas le gouvernement qui vacille, c'est la parole publique tout entière qui se fragilise. Dans cet hémicycle, chacun peut avoir ses désaccords, ses priorités, ses convictions, mais il est un principe qui nous oblige tous, celui de la continuité de la France. C'est de la solidité de nos institutions que dépend la place et la voix de la France et des Français dans le concert des nations. Quand la France parle, le monde écoute encore, du moins encore un peu. Mais si elle continue de se diviser, le monde ne pourra qu'être sourd à ce qui ne sera désormais plus que les murmures d'une puissance devenue régionale. Quelle ironie de nous voir tomber de par nos propres mains à l'heure où nos ennemis deviennent de plus en plus nombreux. Ce qui a fait la force de notre pays dans l'histoire, c'est la solidité de nos institutions et la responsabilité de nos dirigeants. Aucun agenda politique ni personnel ne saurait suffire à justifier l'ébranlement de la Ve République. Cette stabilité si importante pour la France est d'autant plus recommandable que nous sommes sur de nombreux dossiers dans l'urgence. Mais avant de citer les chiffres alarmants de l'absence de budget, si je peux me permettre une référence qui rappellera de bons souvenirs au Premier ministre, en Nouvelle-Calédonie, le gouvernement local ne peut être démissionnaire moins de 18 mois après avoir été installé. Si cela pouvait inspirer, je serais fier que mon île ait participé à apporter sa pierre à la stabilité de la nation, ce qui, vous en conviendrez, démontre quelque peu la gravité de la situation. Le budget, donc. Les délais d'adoption, vous le savez tous, sont désormais sur un fil et une absence de projet de loi de finances au 1er janvier 2026 aurait des conséquences lourdes estimées à 11 milliards d'euros, soit 0,4 points de déficit. De ces 11 milliards d'euros, 3 milliards sont directement liés à l'hypothèse d'absence de textes financiers pénalisant la croissance, notamment en raison de la baisse de consommation des ménages, selon les chiffres de la Banque de France.
puis 8 milliards d'euros ensuite, simplement en perte de mesures d'économie et de hausse de recettes. 3 milliards au titre de la revalorisation des retraites, 3 milliards de rendements liés au plan niche, 1 milliard au titre de la taxe sur les complémentaires, 1 milliard pour le décalage d'un mois des mesures nouvelles. Ainsi, à l'heure où nous parlons, l'instabilité nous a déjà coûté 0,2% de notre PIB, selon le gouverneur de la Banque de France, soit l'équivalent du budget annuel du ministère des Affaires étrangères. Dès lors, une seule question. Avons-nous encore les moyens de nos querelles? Je ne le crois pas. Alors évidemment, le Premier ministre l'a lui-même reconnu. Ce budget est perfectible. J'ai envie de dire que c'est normal puisqu'il n'est pas encore passé par les fourches codines de l'Assemblée. À nous de nous en saisir et de trouver les fameux compromis nécessaires. Jamais dans l'histoire de cette République, les parlementaires n'auront exercé une influence aussi importante sur le budget de la nation. D'autant, mes chers collègues, que c'est bien lors de l'examen de ce budget que sera proposé ce que vous aviez tous demandé, en plus de l'arrêt des 49.3, la suspension de la réforme des retraites. Le Premier ministre aura donc répondu aux deux principales revendications des oppositions qui justifiaient les censures jusqu'à présent. Quel parlementaire pourrait alors envisager de dire à ses concitoyens qu'il ne veut pas discuter du budget? La deuxième urgence de ce gouvernement de mission, et c'est à noter, ce sont les Outre-mer. Un projet de loi concernant la vie chère est prêt. Nos territoires et nos compatriotes en ont besoin tant la situation du pouvoir d'achat est dramatique. Sans gouvernement, les prix continueront de filer et la population continuera de se paupériser. Toute censure aura un impact négatif concret et rapide sur le quotidien de nos concitoyens ultramarins. Je le répète, mes chers amis, de par-delà les mers, avons-nous les moyens de nos querelles? Je ne le crois toujours pas. Permettez-moi désormais d'avoir un mot particulier pour deux territoires meurtris. Mayotte d'abord, dont les plaies de Chido sont encore ouvertes. Des engagements ont été pris et il est désormais temps de les respecter dans le budget que nous allons examiner. On ne peut pas se contenter de tweeter lors d'une catastrophe naturelle et ne pas permettre ensuite au gouvernement de prendre les mesures nécessaires au rétablissement d'une situation indigne. Nous avons une promesse républicaine envers ce territoire. Nous ne pouvons pas décevoir ainsi leur amour de la patrie. Enfin, la Nouvelle-Calédonie. Je ne sais plus quoi vous dire, tellement je désespère de pouvoir un jour aboutir à la fin d'un processus commencé il y a 7 ans maintenant avec l'organisation du premier référendum. Nous avons connu trop de campagnes électorales, trop de factures, trop de barricades, trop de vies brisées pour devoir désormais être les otages du jeu national. Nous sommes si près de tourner la page de la violence et de la haine, si près d'en écrire une nouvelle, que je vous demande solennellement d'avoir une pensée pour nous si vous hésitez à voter la censure. Si ce gouvernement tombe, tout espoir de paix s'envole. Combien faut-il de morts pour que la nation se donne le peu de temps nécessaire à achever le processus de paix en Nouvelle-Calédonie? Combien de vies faut-il voir fauchées pour que la politique s'arrête? À nous qu'on demande souvent de nous entendre malgré nos différences, parce que la Nouvelle-Calédonie le mérite, je vous retourne désormais cette requête d'unité nationale. Depuis que l'archipel a pris feu en mai dernier, nous avons connu une nouvelle assemblée et 5 gouvernements différents. Alors je sais que nous sommes loin, particuliers, et que nos voix se noient dans les millions de l'Hexagone. Mais nous aussi, nous sommes la France. Je m'excuse d'évoquer dans cette allocution mon territoire avec tant de gravité, mais je crois, tout en restant humble, qu'il n'y a pas mieux placé qu'un Calédonien pour vous dire, mes chers collègues, que la fracture d'un peuple est un poison qui tue même les pays qu'on pensait indestructibles. Nous avons la possibilité de travailler ensemble ici, de dépasser nos clivages pour sauver la France. Nous l'avons fait trop tard à Nouméa, nous pouvons encore le faire ici à Paris. Je sais qu'il y a les militants, les sondages et le calendrier électoral. Je sais les réseaux sociaux et le microcosme parisien. Mais avant tout, et plus que tout, il y a la France. Que le gouvernement de Sébastien Lecornu puisse tenir le plus longtemps possible, que sa mission réussisse, pour la France, pour toute la France. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député.